Euh, ouais. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs les académiciens, je vous remercie de m'avoir donné l'honneur de vous présenter du coup ce topo sur l'utilisation des données de santé en recherche. Hop. Ah ouais. Alors, je me présente, je m'appelle Benjamin Popov, effectivement, je suis médecin anesthésiste réanimateur, je travaille dans le service du professeur Weber, mais en fait, je travaille principalement au département de santé numérique, où je m'occupe des questions que je vais vous présenter. Et je pense qu'être le plus jeune de cette assemblée, donc je vous remercie de votre indulgence. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors déjà, juste pour lever tout malentendu, quand je parle de recherche sur données médicales, et bien évidemment, c'est pas nouveau, d'accord ? On est d'accord que toute la recherche médicale française, moderne, c'est basé sur l'analyse de données. Si je prends l'exemple très probant comme effectivement les registres de cas de choléra de Johnstone, les registres hospitaliers de Pierre-Louis, les grandes cohortes connues comme Framingham, bien évidemment les essais randomisés contrôlés, toutes ces études-là ont été basées sur des données. C'est des données de recherche, donc c'est des données qui ont été taillées, ciselées pour répondre à une question clinique qui demande beaucoup d'argent à produire et qui effectivement ont qu'un périmètre limité. L'objectif là, c'est vraiment de pouvoir maintenant, grâce à la massification des données et son informatisation, de pouvoir faire de la recherche sur les données de soins courants, c'est-à-dire les données telles quelles que les patients ont été pris en charge, indépendamment de toute étude clinique. Alors juste un plan, on va juste définir le propos, après je vais vous parler des principaux usages et bien évidemment les limites de toutes ces méthodes. Donc quand on parle de données de santé, de quoi on parle ? C'est toute l'information que produit le patient au cours de sa prise en charge, qu'elle soit hospitalière, en libéral, voire même autonome. Donc principalement, c'est les données de santé. Donc ça, c'est toutes les données qui sont générées à l'hôpital. Donc c'est toutes les données qui sont accessibles depuis le logiciel maintenant qu'on a dans les hôpitaux. Donc les comptes rendus, les courriers, les résultats d'examen biologique, les résultats d'examen d'imagerie, tout ce qui a servi à la prise en charge du patient dans son soin courant. On a aussi bien évidemment tout un grand pan sur les données médico-administratives, parce que comme vous le savez, en France, on a quand même la chance d'avoir la sécurité sociale qui est le seul et unique organisme qui rembourse l'intégralité des soins pour l'ensemble des patients de toute la population nationale. Et en fait, toutes ces données sont accessibles maintenant et représentent une base de données très importante qui est très utile en recherche. Et puis enfin, on a aussi des nouvelles données qui sont maintenant des données générées par le patient lui-même, que ce soit dans les cas d'automesure, par exemple les patients diabétiques ou hypertendus qui, dans le cadre d'une prescription, font des mesures à domicile, mais aussi toute l'émergence des objets connectés, des applications de santé, qui génèrent aussi des données qui sont propres aux patients, mais qui vont élargir toutes les données dont on dispose en plus. Alors, comment ça représente concrètement à l'hôpital ? Effectivement, comme je vous dis, maintenant, depuis une quinzaine d'années, l'ensemble des hôpitaux français sont informatisés, en tout cas tout ou partie. Mais le problème qu'on a, c'est du coup, la donnée est fragmentée dans une multitude de logiciels. Donc la principale majorité des informations va être présente dans ce qu'on appelle le dossier patient informatisé, qui contient l'observation médicale, les prescriptions et les administrations médicamenteuses, mais vous avez aussi toute une pléthore de logiciels pour générer les résultats d'examen biologiques, pour les consulter, pour consulter l'examen d'imagerie, tout ce qui est gestionnaire administratif des malades pour les mouvements des patients, les consultations, et puis différentes spécialités qui vont avoir leur logiciel propre qui va être adapté à leur prise en charge, comme les urgences, le bloc opératoire, etc., etc. Donc, quand on est dans le cadre du soin courant, en tant que médecin, on a l'habitude d'avoir 4 fenêtres ouvertes et de regarder les données sur plusieurs logiciels en même temps. Ça pose pas un énorme problème. Puis l'avantage, c'est que chaque logiciel est optimisé pour un type de données. Mais quand on va faire de la recherche, c'est compliqué. D'accord ? Si je veux, par exemple, prendre tous les patients de plus de 65 ans diabétiques au CHU de Rouen et voir leur prévalence de survenue d'une insuffisance rénale aiguë, et en fait, on doit croiser les données de plusieurs logiciels et c'est là que ça devient assez complexe. Et du coup, la solution technique qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé. Donc le but, c'est de récupérer les données qui sont générées par différents logiciels d'un même hôpital et de pouvoir les centraliser, ou en tout cas les homogénéiser en un seul endroit pour avoir un point unique d'accès et de requête de données. Donc c'est vraiment la révolution qui émerge depuis une dizaine d'années, parce qu'actuellement, du coup, on recense plus d'une centaine d'entrepôts de données qui sont accrédités par la CNIL, donc 125 en 2025 au dernier des comptes. Et pourquoi ça émerge vraiment actuellement ? Déjà, il y a 3 points. Principalement, c'est la maturité technique. Donc, on génère les données. Donc les données sont plus informatisées, donc c'est plus facile de les récupérer. Forcément, on n'a pas besoin d'aller recueillir les carnets de données ou de lire l'observation manuscrite. Et puis, tout ce qui est technologie d'information font que maintenant, stocker de la donnée, c'est de plus en plus abordable, de plus en plus facile. On a quand même été aidé avec un cadre législatif qui est favorable, parce que principalement la loi de modernisation de la santé de 2016, qui a permis de créer toute la procédure d'accès à ces données de soins, et puis qui a créé par exemple le système national de données de santé, dont je parlerai un peu plus tard, et puis les réglementations autour de la protection de la donnée, notamment le cadre européen avec le RGPD, qui a formé un cadre qui est certes assez strict, mais qui au moins est clair maintenant sur comment on accède à la donnée et les droits du patient par rapport à ces données.
Et puis enfin, il y a aussi une volonté institutionnelle, parce que du coup, tous ces entrepôts de données-là ont été financés. Donc il y a eu des appels d'offres entrepôts de données de santé qui ont permis le financement et la création de ces entrepôts. Et puis il y a eu, comme vous le savez, la création de la plateforme de données de santé, qui est anciennement appelée le Health Data Hub, qui naissait d'une volonté politique de pouvoir du coup favoriser toute la recherche autour de ces données. Pour prendre un exemple très local et pour expliciter mon propos, au CHU de Rouen, on a la chance de disposer du coup d'un entrepôt de données de santé qui est en exploitation et autorisé par la CNIL depuis 2020. Et du coup, on récupère les données de tous les patients qui ont fréquenté le CHU de Rouen au moins une fois dans les 20 dernières années. Donc, ce qui représente quand même un potentiel de plus de 2,2 millions de patients qui sont dans nos bases. Et avec ça, du coup, on a pu créer, en tout cas, on a pu accompagner un certain nombre de projets de recherche, aussi simples qu'ils soient, que juste un screening de patients pour un chirurgien qui veut savoir, du coup, récupérer tous les patients qu'il a opérés pour pouvoir éventuellement les inclure dans un essai clinique, des tests internes de médecine ou des essais rétrospectifs multicentriques. Et du coup, c'est quasiment 900 projets là qui ont été accompagnés depuis 6 ans. La particularité aussi qu'on a au CHU de Rouen, c'est qu'on a travaillé principalement sur la donnée textuelle, parce que comme vous le savez peut-être, mais en fait la majorité de l'information médicale, on estime à peu près 60%, elle est contenue dans le texte, dans vos comptes rendus, dans les courriers, et pas structurée comme la biologie ou les données de séjour par exemple. Et du coup, c'est très important de pouvoir aller la requêter facilement, de l'analyser grâce aux technologies d'information sur tout ce qui est analyse du traitement du langage naturel. Et puis aussi récemment, on a créé ce qu'on appelle le centre de données cliniques, que je coordonne du coup au CHU de Rouen, qui permet de créer l'interface entre les ingénieurs et les scientifiques de la donnée qui produisent l'entrepôt et qui l'exploitent au quotidien, et les cliniciens qui en font la demande. Et le but, c'est vraiment de faire une interface entre ces deux mondes pour pouvoir créer une synergie et puis pouvoir accompagner un maximum de projets pour ceux qui en ont besoin. Et puis, au-delà des hôpitaux, maintenant, on est sur une étape 2, c'est l'étape de la fédération. C'est-à-dire que maintenant, on essaie de faire communiquer cet entrepôt entre plusieurs hôpitaux. Donc là, pour le coup, c'est nos collègues bretons qui ont été les plus avancés là-dessus, parce que tous les hôpitaux maintenant de Bretagne et des pays de la Loire ont un espace où ils peuvent mettre à disposition des données pour pouvoir faire des études multicentriques facilement. Et puis nous, à l'échelle locale, on passe aussi ce cap-là parce qu'on a un projet, excusez-moi de l'anglicisme, Data for Health, qui permet de fédérer du coup les 4 CHU de Normandie et des Hauts-de-France pour pouvoir mener des projets à l'échelle de plusieurs hôpitaux. On parle bien là de fédération de données, c'est-à-dire qu'on ne met pas en commun l'intégralité des données des 4 CHU dans un même endroit, qui posait des problèmes éthiques et de souveraineté et puis aussi de sécurité informatique, mais bien de fédération, c'est-à-dire que chacun reste maître de ses données, mais si besoin, pour des cas d'usage et pour des projets qui ont été approuvés éthiquement, on peut mutualiser des données pour pouvoir faire des études et puis pour pouvoir dépasser le cap du simple hôpital. Et puis si on remonte encore d'un cran, du coup il y a des entrepôts de données aussi à l'échelle nationale. Donc comme je vous disais, depuis 2016, les données de la sécurité sociale sont disponibles maintenant de manière plus simplifiée avec la création du système national de données de santé, donc le SNDS. Et ça, c'est un grand atout national, c'est que même si on a un pays qui, à l'échelle mondiale, n'est pas le plus peuplé, on est le seul pays à avoir l'intégralité des données de santé, de remboursement de tous les patients dans une seule base de données. Donc le SNDS, en fait, il va colliger 3 bases de données, 2 de l'assurance maladie, donc la base du SNIRAM, qui est tous les actes de remboursement qui sont exécutés, notamment en libéral et en ville, donc c'est-à-dire toutes les consultations de médecins généralistes, spécialistes, les délivrances de médicaments en pharmacie, en officine de pharmacie, tous les codages hospitaliers, donc avec le PMSI, qui va notamment collecter les données de tous les diagnostics et les actes thérapeutiques qui ont été produits pendant les séjours. Et puis on a aussi les durées de séjour et savoir dans quel service les patients ont été hospitalisés. Et enfin, la 3e base qui a été intégrée, c'est les causes épidémiologiques de décès gérées par l'INSERM. Donc avec cette base-là, on peut faire des études à l'échelle nationale, de manière assez simplifiée, avec maintenant une procédure plus simple. Mais encore une fois, ça reste des données médico-administratives. Donc, par exemple, on peut calculer la prévalence de cancer du sein en France avec cette base-là, mais par contre, je pourrais être incapable de vous dire l'âge des patientes au moment du diagnostic. Et puis, il n'y a pas que l'hôpital aussi, il y a tout le reste, c'est-à-dire le soin primaire. Et c'est là où on était assez en retard en France, parce que du coup, ces données-là, elles nous échappaient. Et du coup, là, encore une fois, grâce à l'initiative politique, il y a des projets qui se montent. Donc, le projet dans lequel nous on participe, mais qui est monté par le Collège national des enseignants en médecine générale, c'est le projet P4DP. Donc là, l'objectif, c'est de créer un consortium donc public-privé et d'inclure le maximum de maisons de santé pour pouvoir, encore une fois, récupérer ces données facilement, pour pouvoir les exploiter, pouvoir faire des recherches sur l'intégralité de la prise en charge de patients, mais pas que à l'hôpital. Et puis si on monte encore d'un cran, maintenant, il y a aussi une volonté de fédération au niveau européen, donc avec la création de l'espace européen de données de santé, donc qui a été réglementé en 2024 et qui va commencer à s'appliquer progressivement et qui va essayer d'harmoniser les données au niveau des différents pays
pour pouvoir, encore une fois, augmenter d'un cran et pouvoir faire de la recherche, cette fois plus à l'échelle nationale, mais internationale. Et du coup, là, ça va être le rôle de l'Union européenne, c'est-à-dire de réglementer, de légiférer et de surtout standardiser. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de standards et de règles qui vont devoir nous incomber, qu'on va devoir mettre en place dans nos différents entrepôts. Alors maintenant, les données, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, en gros, je vais vous donner après quelques exemples d'utilisation. Alors, bien évidemment, la principale utilisation qu'on peut penser en premier, c'est de trouver de nouvelles connaissances. D'accord? Cette fois, là par contre, on a un renversement épistémologique parce que, en général, toute l'histoire de la médecine, ça a été, on a observé des patients, on a regroupé des patients qui présentaient le même phénotype, et puis on a essayé de décrire cette maladie, puis de comprendre la cause et trouver un traitement. Là, par contre, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va partir de la donnée et puis pouvoir inférer un phénotype. Donc, c'est un renversement de la démarche médicale. Pour prendre un exemple le plus probant, donc pour les internistes d'entre vous, donc c'est le syndrome d'Exas. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris un ensemble de patients, donc quand même 2500 patients qui présentaient des maladies inflammatoires avec des diagnostics très divers et surtout qui n'étaient pas diagnostiqués, qui ne rentraient pas dans les cases des différentes entités nosologiques qu'on avait déjà décrites. Et puis en plus de leurs données de santé, on a mélangé ça avec leurs données génétiques. Et en fait, qu'est-ce que les auteurs ils ont trouvé? Donc c'était publié maintenant il y a 6 ans dans le New England, c'est qu'ils ont réussi à isoler une toute petite cohorte de patients, donc seulement 25 certes, mais qui présentaient des diagnostics, enfin des présentations cliniques très variées, mais des présentations génétiques qui étaient assez unicistes. Et du coup, finalement, c'est un très bon exemple de montrer qu'on a pu, à partir de la donnée, trouver un signal qu'on n'avait pas vu à l'œil nu avec nos patients, et puis finalement trouver une entité nosologique qui s'explique avec un mécanisme commun, et du coup qu'on peut traiter de manière commune. Et puis au-delà de ça aussi, un exemple très connu, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, mais pour l'étude du médiateur, Yann Frachon s'est basé notamment sur les données de l'assurance maladie, donc c'était le SNIRAM, donc c'était avant les SNDS, et c'est grâce à cette analyse du coup en vie réelle de l'antériorité des patients, de la population française, qu'on a pu montrer en tout cas un signal avec un surrisque de valvulopathie chez les patients qui étaient traités par le médiateur. Et puis si on continue sur la pharmacoépidémiologie, récemment il y a eu l'épisode de Covid, et là on s'est rendu compte aussi qu'on était mal préparé à différents niveaux, mais notamment au niveau des données. Ça faut savoir que savoir le nombre de cas Covid à l'instant T en France était quelque chose d'assez compliqué. Et finalement, tout ça reposait sur une déclaration obligatoire avec des documents papier qui étaient faxés aux différentes ARS pour enfin remonter l'information à Santé publique France. Et du coup, là maintenant, il y a une volonté nationale et puis aussi européenne de pouvoir avoir des indicateurs épidémiologiques générés en temps réel à partir de nos données entrepôts de données de santé. Et du coup, c'est pour ça qu'on participe notamment au projet Orchidée, qui est piloté par Santé publique France en France et puis qui est un projet européen de pouvoir créer ces indicateurs épidémiologiques avec différents cas d'usage, notamment sur l'infection respiratoire aiguë, pour pouvoir avoir une remontée automatique d'indicateurs épidémiologiques et d'avoir un signal le plus précoce possible pour détecter des épidémies et les répartitions des patients. Le deuxième usage principal, donc, c'est l'intelligence artificielle. Donc, j'enfonce aussi une porte ouverte. Et pourquoi c'est intéressant, c'est qu'en fait, l'IA, contrairement à vous, elle a besoin d'un grand nombre de données pour comprendre. D'accord? Vous, dans vos études, on vous a expliqué, vous avez eu un bon enseignant qui vous a fait un cours, vous avez vu quelques cas de patients dans votre vraie vie, et puis vous avez compris comment ça fonctionnait une pathologie, comment prendre un patient. Les algorithmes d'intelligence artificielle, eux, ils ont besoin d'énormément de données pour pouvoir inférer des connaissances et pouvoir faire des liens statistiques entre les différentes données observées. Et du coup, maintenant qu'on a plein de données informatisées qui deviennent de plus en plus accessibles, forcément, c'est un terreau très propice pour le développement de tous ces modèles d'IA. Donc il y a différents usages qui existent, qui sont décrits, donc principalement l'aide au diagnostic chez nos patients, guider la prise en charge thérapeutique et médicamenteuse dans un objectif de médecine personnalisée pour vraiment cibler qu'est-ce qui est plus adapté pour notre patient. Bien évidemment, toutes les actions de prévention, de suivi, de pronostic, le déclenchement d'alerte pour détecter des anomalies chez des patients qui sont hospitalisés par exemple. Et puis récemment, avec les nouveaux modèles sur tout ce qui est analyse du langage et les modèles d'IA générative, on peut en plus utiliser les données textuelles, et du coup il y a tout un pan de la recherche qui se développe sur extraire l'information à partir des textes, pouvoir faire des synthèses et même pouvoir rédiger automatiquement des comptes rendus, des courriers à des confrères, voire des prescriptions médicamenteuses pour des patients. Et des domaines où ça marche très très bien, pour être honnête. Donc principalement là, les spécialités qui ont le plus bénéficié des algorithmes d'IA, c'est principalement tout ce qui a trait à l'imagerie et l'analyse du signal. Donc typiquement, il faut savoir qu'actuellement sur les dispositifs médicaux qui sont basés sur de l'IA, qui sont approuvés par les FDA, les 3/4 c'est sur l'imagerie principalement. Et en gros, ça représente à peu près plus de 1100 dispositifs médicaux qui sont approuvés à la commercialisation. Donc ça marche très bien pour plusieurs raisons. Déjà, parce que l'image, en fait, c'est un signal qui est assez pur et c'est facile à analyser, et ça, on sait le faire depuis de très nombreuses années. Donc on a une grande maturité technique là-dessus. Et en plus de ça, ça se positionne assez bien dans la prise en charge du patient parce que c'est de l'aide au diagnostic.
Là, si je vous présente des outils qui sont utilisés en pratique quotidienne, qui sont utilisés par exemple chez nous au CHU de Rouen, c'est des algorithmes qui vont analyser automatiquement des radios pour détecter les fractures du poignet, mais il y a plein d'exemples qui existent, notamment sur le typage des cancers mammaires, par exemple, qui est utilisé en prévention, en diagnostic général maintenant. Tout ce qui est signal pur, comme le CG, les images d'anapathe, qui restent des images aussi, c'est facile, et ça, pour le coup, on a plein d'outils qui sont de production. Là où ça marche beaucoup moins bien, c'est tout le reste. C'est-à-dire dès qu'on veut parler de clinique pure et de nos patients. Donc là, je vais prendre un exemple qui me correspond, c'est sur la réanimation. Ça, c'était une revue de la littérature qui va analyser tous les papiers qui décrivaient des modèles d'IA d'aide au diagnostic en réanimation et qui les classait par ordre de maturité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une énorme inflation des papiers qui vont décrire principalement des prototypes et des modèles préliminaires qui vont être entraînés sur les données rétrospectives, principalement sur une seule base de données en plus. Et par contre, on n'a pas du tout de maturité de la littérature, c'est que normalement, on est censé après passer à des études où on va essayer de valider le modèle, puis enfin faire un essai randomisé contrôlé pour voir si l'essai il est probant, si le modèle est probant et il sert en pratique clinique quotidienne. Finalement, on n'a pas ça, on n'a vraiment que des papiers préliminaires, et du coup, c'est ce qu'on appelle un peu le grand fossé de l'IA, c'est-à-dire qu'en gros, on en parle beaucoup, on a beaucoup de littérature, mais en pratique clinique quotidienne, en fait, on n'a absolument rien. Il y a plusieurs explications à cela. Tout ce qu'on appelle la tyrannie de la métrique, c'est finalement, quand on veut publier un papier, il faut qu'on publie un algorithme qui a les meilleures performances diagnostiques et discriminantes. C'est comme ça qu'on va être accepté dans les bonnes revues. Sauf qu'à aucun moment, on se pose la question de savoir si l'outil marche en vie réelle ou s'il va être utilisé par les médecins. Je peux faire le meilleur algorithme pour prédire le sepsis, mais si finalement il ne fonctionne pas avec mon logiciel à moi et si les médecins ne regardent pas les résultats, il ne servira absolument à rien. Un autre gros problème, c'est que l'utilisateur est complètement oublié. Encore une fois, on parle de machine, on parle de technique, mais on ne parle pas de comment s'interface l'utilisation de la machine avec la pratique clinique quotidienne. Et du coup, encore une fois, on peut avoir le meilleur algorithme de la Terre, mais si il va gêner le clinicien dans sa pratique quotidienne, il ne sera pas utilisé, alors qu'à l'inverse, un algorithme peut être un peu moins bon, mais parfaitement intégré au flux de travail, au logiciel métier, à la compréhension clinique du médecin, il pourra transformer éventuellement la prise en charge. Et puis, encore une fois, on parle sur du dispositif médical, donc ce n'est pas du médicament. Le médicament, on est obligé de montrer la preuve que le médicament est efficace, c'est de phase 3, phase 4. Pour les dispositifs médicaux, pas du tout. Tout ce qu'on a montré, c'est qu'il n'est pas trop délétère pour le patient. Et du coup, il y a beaucoup de commerciaux maintenant qui profitent de ça pour développer des modèles, les mettre dans des machines et dans des logiciels, mais à aucun moment montrer l'efficacité thérapeutique des modèles qu'ils ont développés. Et enfin, l'objectif de tout ça, c'est quoi ? C'est arriver à une ambition collective qui est le système d'information apprenant. Donc en gros, c'est un paradigme en 3 étapes, où en gros, le principe, c'est que chaque patient pris en charge va générer des données qui vont permettre de pouvoir mieux prendre en charge le patient suivant. Donc en gros, on part de l'étape on génère des données en soins courants. Ces données vont être intégrées et exploitables, donc typiquement l'entrepôt de données de santé. À partir de ces données, on va pouvoir en extraire des connaissances, et ces connaissances vont pouvoir être injectées dans le soin. Et du coup, on a une boucle vertueuse comme ça, où en gros, chaque patient aide à la prise en charge des suivants. Donc là, forcément, je vous ai brossé un tableau idyllique, donc je vais quand même vous parler de la réalité. Le gros problème, et ce qui est vraiment l'énorme travail sur la donnée, c'est tout ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc je l'ai dit, on pourrait donner plein de logiciels, on les met dans le même endroit. Parce qu'en fait, ça c'est un vœu pieux, parce que chaque logiciel utilise ses technologies, ses langages, sa manière de stocker les données. D'un centre à l'autre, on n'utilise pas forcément les mêmes termes pour parler de la même chose. Et du coup, finalement, c'est ça qui fait que le gros travail, c'est de prendre les données et de les transformer pour les mettre dans le bon moule, pour qu'ensuite on puisse les utiliser. Donc c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, qui a 2 facettes. Structurelle, c'est plutôt le côté technologique, donc mettre les données sous le même format, utiliser les mêmes canaux de communication. Et le gros problème ensuite, c'est le côté sémantique. Donc en gros, c'est pouvoir aligner les différents concepts. Imaginez que je vais faire une étude sur l'insuffisance rénale du sujet diabétique entre Rouen, Paris et Berlin. Et du coup, on n'a pas forcément la même définition de ce que c'est une insuffisance rénale. On n'utilise pas forcément les mêmes unités pour définir la créatinémie, par exemple. Et du coup, il faut qu'on puisse aligner à chaque fois chaque concept sur une terminologie standard pour pouvoir dire voilà, l'insuffisance rénale aiguë c'est ça, et que je sois à Paris, Berlin ou à Paris, on parle de la même entité. Ensuite, il y a tout ce qui est le piège de la donnée réelle, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, c'est les données qui n'ont pas été générées pour le soin, il n'y a pas eu un data manager qui a vérifié que le cahier de données a bien été rempli, qu'il n'y a pas de données manquantes, et du coup, on se retrouve avec des données réelles certes, mais qui sont du coup biaisées intrinsèquement. Déjà, il y a tout le problème de la donnée manquante, donc il y a les données qui ne sont pas collectées, ça peut ne pas être grave dans certains cas, mais ça peut l'être dans d'autres. Parce que par exemple, des fois, la donnée non collectée peut être corrélée à un pronostic. Moi, en réanimation chirurgicale, par exemple, si mon patient à l'arrivée n'a pas de pression artérielle, est-ce que c'est parce que le capteur n'était pas branché, parce que le patient est en arrêt cardiaque, ce n'est pas forcément la même information qui est derrière. Enfin, la donnée, elle va tracer ce qui a été documenté, pas ce qui s'est passé. Si je veux faire une étude sur la douleur post-opératoire de chirurgie digestive, par exemple, mais que la douleur n'est pas mesurée, forcément, je ne pourrais pas dire que les patients n'ont pas mal en post-opératoire de chirurgie digestive.
On reste sur de la donnée rétrospective, donc il y a des biais intrinsèques. Donc forcément, tout ce qu'on va pouvoir trouver comme association n'est pas forcément en lien de causalité. Donc il va falloir toujours mener après, derrière, une étude prospective pour pouvoir valider une hypothèse qu'on a observée. Et puis enfin, le problème qu'on a avec les données, c'est quand on a beaucoup de données, on peut générer des chiffres très précis. Donc moi, si je peux vous faire la moyenne à 10 décimales près des poids d'entrée des patients de réanimation, mais ça ne veut pas dire que ce chiffre est vrai. D'accord ? Si la balance ne fonctionne pas, si les infirmières font des fautes de frappe en mettant le poids, eh ben on a une donnée qui est très précise, mais qui est absolument inexacte. Donc encore une fois, la donnée rétrospective, c'est que un écho de ce qui s'est passé vraiment, mais pas la réalité clinique forcément pure et dure. Et puis, pour paraphraser du coup mon chef de service professeur d'harmonie, il ne faut pas que l'intelligence artificielle soit un moyen de répéter la bêtise humaine du passé, parce qu'encore une fois, on va apprendre de ce qui s'est passé antérieurement, et le but, c'est de générer aussi de nouvelles connaissances. Et là, c'est tout un plan de développement et très méthodologique, mais aussi philosophique sur comment on utilise les données de santé rétrospectives pour entraîner des modèles. Et l'exemple très classique qu'on ressent, c'est l'étude de Bermayer en 2019. En gros, c'était à l'échelle américaine, ils voulaient développer un outil de screening pour détecter les patients qui pouvaient nécessiter d'un parcours coordonné de soins. Et en fait, ils prenaient comme proxy la dépense de santé pour savoir si le patient était plus ou moins malade. Sauf que à dépense de santé égale, à problème clinique égal, les populations blanches et afro-américaines n'avaient pas les mêmes dépenses de santé, pas parce que les Afro-Américains étaient en meilleure santé, mais parce qu'ils avaient moins de moyens. Et du coup, finalement, l'algorithme recréait les disparités sociales et raciales qui existaient au sein de la population américaine. Donc sans vigilance, sans redressement du modèle, on perpétue encore une fois éternellement les erreurs du passé. Et puis enfin, il y a tous les enjeux autres, c'est qu'en grande fois, vous avez compris, maintenant la donnée, c'est devenu le pétrole du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est vraiment ça que tout le monde cherche à avoir pour pouvoir entraîner les meilleurs modèles. Comme je vous dis, plus on a de données, plus on va avoir des données performantes. Et du coup, c'est un patrimoine qui est de plus en plus convoité. On a pu voir récemment, il y a eu une nombreuse cyberattaques sur les hôpitaux. Le CHU d'Avron n'a pas été épargné. Heureusement, aucune donnée n'a été volée. Mais il y a d'autres exemples, comme par exemple Corbeil-Essonnes, il y a quelques années, où pour le coup, les données ont été volées et vendues sur Internet. Donc on voit que du coup, ça devient vraiment un enjeu souverain de cybersécurité. Et puis en parlant de souveraineté aussi, il y a tout le problème qu'on a actuellement. Donc je pense que vous avez entendu parler du Health Hub qui est enfin devenu francisé et plateforme de données de santé, qui avait choisi, pour des raisons assez obscures, d'héberger ses données chez Microsoft Azure, donc c'est-à-dire un fournisseur de données américain qui, certes, hébergeait en théorie ses données en France, mais qui était soumis aux lois d'extraterritorialité américaine, qui disaient qu'on pouvait se poser des problèmes de souveraineté. Donc là, c'est vraiment l'enjeu qu'on va voir récemment, c'est vraiment comment on protège nos données, comment on les valorise, si possible académiquement, et en tout cas, si on le fait avec l'industrie, comment on le fait de manière cadrée, et puis comment on reste maître de nos données dans le futur. Donc voilà, pour conclure, la donnée, c'est vraiment un patrimoine collectif. Donc c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est bien d'amasser les données, mais la donnée a la moindre valeur que la qualité de l'infrastructure qu'elle a derrière, l'interopérabilité qu'on a derrière, l'intelligence qu'on a mis derrière. Tout ce que je vous ai parlé, certainement, ça ne va pas remplacer l'humain. Ça va l'augmenter peut-être, l'aider dans sa pratique quotidienne, mais encore une fois, on ne va pas remplacer les essais randomisés contrôlés, on ne va pas remplacer la connaissance médicale. Et encore une fois, là, je pense que le défi des prochaines années, c'est plus un défi humain que technique. C'est-à-dire que la technique, on la maîtrise. Maintenant, c'est comment on agit ensemble, comment faire interagir les médecins avec les ingénieurs de la donnée, pour tirer des outils qui fonctionnent. Et du coup, pour finir, je reviens sur Pierre-Louis, qui était du coup un de vos honorables confrères à l'Académie, qui avait créé ce qu'il appelait la méthode numérique dans les années 1830 à la Pitié, où c'est lui qui avait colligé les données manuscritement à l'époque et qui avait pu réussir à montrer que du coup la sénine n'était pas efficace dans la pneumonie, et malgré les idées reçues de l'époque avaient pu montrer que finalement c'était pas un bon signal. Et du coup, encore une fois, l'ambition, même si la technologie a montré, l'ambition reste la même, c'est de faire parler la donnée pour améliorer le soin. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, place André Chaïs, Jacques Batin. André, vas-y. Merci pour votre clarté. Est-ce que vous pensez que mon espace santé va régler les problèmes d'interopérabilité? Deuxièmement, où en est-on de l'accès à mon espace santé? Est-ce que les Français ont adhéré? Est-ce que dans cet espace santé, vous trouverez toutes les données que vous souhaitez avoir? La réponse aux trois questions est non. Alors, est-ce que les Français vont adhérer? L'État va vous dire que oui, parce que 98% des patients sont dessus, parce qu'ils ont changé la législation qui fait que maintenant, par défaut, vous avez votre compte qui est créé, sauf si vous vous y opposez. Combien sont remplis? C'est une très bonne question. Est-ce que ça règle les problèmes d'interopérabilité? En fait, en théorie, oui, mais pas du tout.
L'ANS, qui est l'Agence numérique de la santé, a fait des référentiels pour savoir comment chaque donnée doit être stockée et intégrée dans le DMP, mon espace santé. Mais malheureusement, actuellement, il n'y a rien de contraignant. Donc, je sais que là, on travaille actuellement avec la Société française d'anesthésie et réanimation sur le volet anesthésie. En fait, l'ANS a fait une directive qui a dit comment doit être formaté le consultant d'anesthésie dans le DMP. Et actuellement, je pense qu'il n'y a aucun opérateur de logiciel d'anesthésie qui le fait correctement. Donc finalement, ça ne sert à rien. Et c'est là, pour le coup, je vais prendre... L'État est une usine à gaz en plein d'occasions, mais là, je pense qu'il faudra être contraignant, parce qu'il va falloir forcer un peu les éditeurs à respecter les règles qu'on a mis du temps à mettre. Bien, merci beaucoup. Jacques Battard, très court, Jacques, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut saluer ce progrès qui est en réalité un rattrapage, parce que pendant longtemps, on a manqué de registres, en particulier registres des malformations congénitales, ce que faisaient les autres pays. Alors ça, c'est déjà un point très positif, et puis ça intervient dans la veille sanitaire, parce qu'on est menacé sans arrêt par l'émergence de maladies nouvelles, voire le virus andin de la croisière récemment. Donc c'est un apport absolument essentiel. Donc bravo d'avoir insisté sur ce point. Donc il n'y a pas de question. C'est une satisfaction. Donc c'est une question commentaire de satisfaction à laquelle vous voulez dire un mot, non? Je suis tout à fait d'accord. Merci. Très bien. On termine, vas-y Joël, on termine avec Athanas, pardon, décidément. Athanas, on termine avec toi. Oui, merci. Nos collègues britanniques ont pu depuis des années exploiter, à des fins de recherche notamment épidémiogénétiques et épidémiopharmacologiques, les données du système électronique britannique, avec des études sur la randomisation médicale, etc., qui sont tout à fait remarquables. Pourquoi on n'arrive pas, alors que tout ce que vous avez présenté en première partie de votre présentation, ce sont des considérations, je dirais, de souhaits qu'on formule depuis des décennies maintenant. Pourquoi on n'arrive pas à faire? Est-ce que le modèle britannique, ce modèle britannique, pas seulement d'organisation, mais aussi d'accessibilité à ces données, a des failles? Pourquoi on ne peut pas limiter, si vous voulez? Est-ce que faire pareil, mieux? Alors là, Quel est l'obstacle principal? Là, il y a un grand paradoxe entre l'Angleterre et nous. C'est que le Royaume-Uni étant un pays plus libéral que nous, finalement, tout est régi au niveau du NIH. C'est que, par exemple, quand ils achètent un logiciel patient, c'est au niveau du NIH, et du coup, tous les hôpitaux, oui, britanniques, voilà. Tous les hôpitaux, en tout cas, d'Angleterre, Écosse et Pays de Galles, vont avoir le même logiciel dans tous les hôpitaux. Donc forcément, ça résout pas mal de problèmes d'interopérabilité, même si, encore une fois, il y a des particularités locales. En France, fut un temps, on avait 36 CHU et 36 logiciels différents. Chacun avait développé le sien. Et là, actuellement, on a le même problème au niveau d'une interrégion. Chaque hôpital se dote d'un logiciel différent. Et du coup, forcément, ça devient très compliqué de connecter tout ça entre eux. Et encore une fois aussi, derrière, c'est qu'on n'a pas forcé les éditeurs logiciels à pouvoir exporter de la donnée selon le format auquel on l'attend. Donc en fait, tout ce travail-là, c'est le travail académique qui est fait. Donc finalement, c'est le milieu académique qui paye tout le développement ingénierie qui aura dû être fait par les industriels. Merci beaucoup, Benjamin.